Mes chers collègues, bien le bonjour. Face au succès de la vidéo concernant la préparation des écrits à l'agrégation et à vos demandes, vos gentilles demandes exprimées par mail, je vais vous faire aujourd'hui une vidéo sur la façon dont j'ai préparé les oraux, en espérant que cela vous serve un peu. Alors déjà, première chose, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que très probablement, vous êtes admissible, vous avez dû l'apprendre il y a quelques jours, eh bien bravo, ça a dû être une journée horrible. Moi, en tout cas, je sais que personnellement, j'étais au boulot et j'actualisais toutes les 5 minutes, pendant que mes élèves étaient en activité, la page de Publinet, pour voir si enfin mon nom allait s'afficher. Et je sais que ça s'est affiché alors que mes élèves étaient en devoir, et que j'avais une folle envie de crier partout pour hurler ma joie, que j'ai dû contenir, puisque j'avais quand même des élèves et que j'étais au travail. Si il y en a qui sont sur cette vidéo et qui, hélas, n'ont pas été admissibles, ne vous découragez surtout pas. Voilà, ne vous découragez pas, c'est très louable de tenter, de retenter encore et encore. Ça montre votre détermination, votre humilité, parce que c'est facile aussi de se dire bon ben j'ai raté, ben tant pis, c'est que le concours il est nul, c'est que si. Et finalement, je pense que dans notre profession, l'humilité, la capacité de remise en cause, la détermination, la volonté de toujours approfondir et de se perfectionner sont des qualités très importantes que l'on retrouve dans un candidat qui retente plusieurs fois le concours. Voilà. Je sais que moi, j'ai pas du tout cette qualité-là. Je me braque très facilement, je suis très susceptible. Donc voilà, toute mon admiration aux collègues qui ne l'ont pas eu mais vont le retenter. Ou peut-être aux collègues aussi qui l'ont tenté plusieurs fois et qui enfin là parviennent à aller jusqu'aux oraux. Et bien voilà, vous le méritez doublement finalement par votre détermination. Donc bravo à tous, quelle qu'ait été finalement l'issue de ce concours extrêmement exigeant. 28 heures, non pas 28, mais 26 heures d'épreuve en 4 jours. On est quand même dans des failles spatio-temporelles. Donc il y a quand même un rite initiatique là-dedans, je trouve. Et finalement, la différence, c'est pas tant entre les agrégés et les non-agrégés qu'entre ceux qui ont tenté l'agrégation et ceux qui ne l'ont pas tenté. Voilà. Et donc moi je nous mets tous dans le même lot, que vous ayez le concours ou pas. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez tenté l'agrégation, et déjà ça mérite un joli bravo. Bon, cela étant dit, maintenant comment on s'organise jusqu'aux oraux de Châlons? Alors, deux possibilités. Dès les écrits, vous vous êtes remis au travail, vous avez fait des fiches, vous avez lu les programmes. Bravo, bravo, vous êtes très rigoureux, je vous en félicite. Voilà. Deuxième possibilité, vous dites « Oh mince, je pensais pas du tout être admissible, j'ai tout laissé tomber, comment je vais pouvoir m'y remettre et arriver à travailler tout ça en l'espace d'un mois ?» Et là, je vous dis « Ce n'est pas grave, car c'était mon cas. » Voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout trouvé en moi la force de travailler entre les écrits et les résultats de l'admissibilité. Voilà, j'ai complètement décroché. À la rigueur, la seule chose que je continuais à faire, c'était écouter les émissions du cours de l'histoire sur France Culture. Voilà, parce que ça, c'est plus du plaisir que du travail, on va dire. Donc, on peut tout à fait préparer les oraux en un mois, sachant qu'en plus, moi, mon congé formation s'était arrêté, donc j'avais repris les cours. Donc j'étais en situation d'enseignement, et en plus il me fallait du coup, quand j'avais quelques heures, essayer de préparer ce concours. Donc là, autant dire que c'est une machine de guerre qu'il va falloir mettre en place déjà dans votre organisation familiale. Voilà. Moi, autant l'organisation familiale n'avait pas été idéale pour les écrits, autant j'ai été subjugué par l'abnégation de mon épouse, qui pendant un mois s'est vraiment donné au maximum pour essayer de s'occuper le plus possible des enfants, m'enlever beaucoup de charge mentale dans la vie familiale, afin que je sois vraiment concentré presque à 100% sur mon concours. Après, le deuxième élément, c'est d'arriver à vous dire que si vous êtes encore en situation d'enseignement, peut-être pendant un mois,
que ce ne soit pas l'essentiel. C'est-à-dire que les évaluations, les penser pour qu'elles soient faciles à corriger, ou à la rigueur, moi ce que j'avais fait, je leur avais donné des évaluations, mais pour les quelques jours juste avant les oraux. Comme ça, finalement, je les emportais avec moi à Chalon, et puis je les corrigeais sur le retour, et je la rendais ensuite. Mais en gros, pendant ce mois-là, j'aurais fait peut-être une évaluation, où j'utilisais les QCM en ligne, enfin voilà. J'ai essayé de penser les choses de manière à me limiter finalement mon temps de correction. Surtout que j'avais la stupidité de donner plein de gros devoirs juste avant la publication des résultats. C'est bien que ma première semaine où j'avais les résultats, où je savais que j'étais admissible, j'ai pas encore pu ouvrir de livre parce que j'étais occupé à bazarder mes copies pour ensuite pouvoir penser à autre chose. Donc on peut préparer les oraux sans avoir énormément de temps, hein, clairement. Alors là, vous avez finalement les deux parties de l'oral qu'il vous faut faire, hein, divisées entre l'exposé scientifique et la transposition. Alors pour construire ça, je me suis beaucoup appuyé sur ce qu'a mis en ligne Caroline du podcast Passe ton agrég. Franchement, ça m'a énormément aidé. Elle a la gentillesse de mettre en ligne ses PowerPoint. J'ai trouvé ça très inspirant. Voilà. Donc, on pourrait même se poser quelle est la pertinence finalement de mes vidéos si je suis convaincu que Caroline en fait des podcasts plus intéressants. Eh bien, c'est que je pense que le seul défaut de Caroline, c'est qu'elle est trop brillante, qu'elle a énormément travaillé pour préparer son agrégation, ça se sent, et que du coup, quand on est un petit peu pris par le temps et qu'on fait les choses un petit peu à l'arrache, comme moi, ça peut être culpabilisant. Malgré elle, elle est pas du tout culpabilisante dans son propos, mais voilà, c'est tellement brillant ce qu'elle arrive à faire qu'à côté, on se sent quand même parfois un petit peu nul. Donc voilà, moi, mon propos, je vous le redis, c'est que l'agrégation est accessible à l'enseignant lambda, voilà, et ne nécessite pas une vie de moine pendant 5 ans pour la passer. Il suffit d'être efficace et surtout de ne pas se faire piéger, voilà, d'aller à l'essentiel, voilà, mais on en reparlera. Donc voilà pour l'exposé scientifique et la transposition, les différentes parties. Alors d'ici quelques jours, je me ferai filmer en train de refaire les 2 oraux sur lesquels j'étais passé. Parce que j'ai gardé mes brouillons, j'ai gardé les questions du jury aussi. Donc je pense que pour ceux qui ne sont jamais allés aux oraux de l'agrégation, qui n'ont pas pu voir à quoi ça ressemble, ça peut être intéressant d'essayer d'avoir un en situation, même si ce sera une situation un peu factice. Mais mine de rien, j'ai mes brouillons, j'ai récupéré aussi, parce que c'est possible, hein, j'ai pu récupérer mon PowerPoint là-bas à Chalon. J'ai, dès la sortie, réécrit leurs questions et mes réponses. Donc voilà, je pense que pour se projeter, ça pourra peut-être vous aider. Sachant que j'étais passé en géo sur les mers et océans en collège et les déportations 39-45 en histoire. Voilà, ce seront les 2 oraux que je vous proposerai. Bon, mais quoi qu'il en soit, avant de se projeter dans les oraux, se pose la question de la mise à jour en termes de connaissances. Dans la vue des agrègues, des oraux de l'agrég. Ça, c'est sûr qu'il faut... Enfin, en tout cas, moi, il me fallait une mise à jour au niveau des connaissances. Alors, pour cela, je dois vous avouer, ça fait pas très sérieux, mais en fait, je n'ai lu qu'un livre. Voilà, un seul. Mais qui m'a bien aidé. Hein. Je l'ai lu en entier, pour le coup. C'est celui-là, là. Alors, attendez, on va aller par ici, hein, hop. Les 100 livres d'histoire et de géographie pour enrichir sa culture générale et réussir les concours. Sous la direction de Franck Thénard quelque chose là. Bon, je vois plus là. Il n'y a plus son nom. Duvivier. Franck Thénard Duvivier. Franchement, c'est super. C'est super. Il y a un index à la fin pour retrouver facilement des choses. Et puis surtout, c'est un livre qui fait quand même la part belle à la géographie. Qui reprend les classiques. Franchement, c'est, on va dire, 80% d'ouvrages qui sont des classiques et 20% d'ouvrages un petit peu plus récents. Mais voilà, moi je l'ai trouvé vraiment génial. Ça, il faut vous le procurer. Enfin, il faut le procurer, mais passez pas pour Amazon non plus. Hein. Voilà, je sais, vous êtes pressé, mais non, passez pas par Amazon, même s'ils vous le livrent demain, parce qu'Amazon, c'est le chétan. Et donc, si vous utilisez le chétan pour avoir le concours, ça vous a tiré le mauvais œil. Voilà.
Donc allez dans une librairie, attendez 2 jours de plus, vous n'êtes pas à ça près. Voilà. Donc voilà. C'est en termes de conseils de lecture, vous voyez, au moins c'est simple. Hein. Moi j'ai lu ça. Bon, j'ai lu les fichiers du SCOL. Alors là, autant vous dire, je pense que la photocopieuse de mon lycée s'en souvient encore, hein, parce que quand j'ai sorti les 300 fichiers du SCOL, ça a piqué, mais elles sont super bien faites en fait. Elles sont super bien faites, surtout pour les niveaux sur lesquels vous n'avez jamais enseigné. C'est très rare d'avoir un enseignant qui a enseigné sur le programme actuel de la 6e à la terminale. Donc généralement, vous avez toujours des angles morts. Donc relire les fichiers du SCOL, voire même... Moi, je propose en 2 temps. D'abord, vous ouvrez un manuel pour voir un petit peu les documents proposés, les traces écrites, etc. Et ensuite, vous creusez grâce aux fichiers du SCOL, de manière à débroussailler voilà, les manuels des niveaux que vous ne connaissez pas. Alors je sais, en théorie, quand on enseigne, chaque chapitre, on se lit la fiche du SCOL avant. Bon, ça c'est en théorie. Maintenant, en pratique, parfois on va un petit peu vite, on n'y fait pas forcément référence aux fichiers du SCOL, parce qu'elles sont justement tellement denses du point de vue de l'épistémologie, de l'historiographie, que après l'application de la fiche du SCOL, elle n'est pas évidente quand même. Parfois elle demande un peu de réflexion. Et puis parfois, excusez-moi de le dire, surtout sur Internet, j'espère que ça ne va pas m'attirer de problème, mais parfois elle est un petit peu absurde aussi. Hein. Je sais que parmi les repères de seconde, ils vous disent waouh, les 10 plus grands fleuves sont à apprendre par les élèves. Les 10 plus grands fleuves, ouais, bravo. Voilà. C'est la taille qui compte. Enfin moi c'est pas que je sois complexé, mais on m'a toujours dit que c'est pas la taille qui compte. Hein. Bon, c'est quoi les 10 plus longs fleuves? Donc j'ai un petit peu recherché. Le 11e plus long fleuve, c'est le Mékong. D'accord, donc on n'étudie pas le Mékong. Par contre, on va étudier 2-3 fleuves au fin fond de la Sibérie, sous prétexte qu'ils sont longs. Bon. Ça aurait peut-être pu être un petit peu mieux réfléchi, vous voyez. Mais bon. Si on enlève ces petites choses-là, comme les fichiers du SCOL, elles sont bien fichues, elles sont gratuites, donc c'est assez aidant. Voilà. Et en gros, bon ben ça, moi, je l'ai utilisé pour faire ça là. C'est-à-dire ces noms. Là, Armand Frénon, Paul Vidal de la Blache, Pierre Gourou, Christian Grattalou, Yves Lacoste, Guy Diméo, c'est des noms que l'on a entendus en géographie. Mais finalement, à quelle école ils appartiennent et quelles sont les relations que les écoles ont entre elles. Certaines s'opposent, je pense à la géographie radicale et à la nouvelle géographie par exemple. D'autres s'inscrivent dans la continuité. Donc voilà, ça je vous l'offre. Si vous voulez donc regarder un petit peu, la qualité n'est pas top, mais sinon vous me les demandez par mail, thibaut.evin@hotmail.fr. Je vais les mettre dans la description, de toute façon mon adresse. Mais voilà, je me suis construit ça et en fait je m'amusais à le faire, à le refaire, à le refaire encore. Et voilà, ça me permettait d'associer finalement des noms d'auteurs avec des courants géographiques, avec des vocabulaires spécifiques. Voilà, la chorématique, Roger Brunet, bon, c'est intéressant. Qui est à l'opposé complètement de la phénoménologie de Frémont, phénoménologie qui même parfois a des relents psychanalytiques. Hein. Vous savez, sur l'espace vécu. L'espace vécu, mais c'est intéressant parce que par exemple, d'après de l'espace vécu, on peut facilement aller vers l'habité, ça qui est une notion à la mode, hein, c'est tout le programme de 6e, même du cycle en général, parce qu'en CM1 et en CM2 aussi, ils ont l'habité tout le temps. Bon, bref. En gros, il faut arriver à avoir une pensée un peu arborescente. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, et je pense que c'est comme ça qu'un cerveau fonctionne. Donc, vous faire un petit peu des cartes mentales voilà, arborescentes qui permettent de placer des noms, de placer des courants, et comme ça, à l'oral, de partir sur un nom, de rebondir, de citer une œuvre, ce genre de choses. Donc là, j'ai l'équivalent pour l'histoire, voilà, avec les différentes écoles des annales, donc là, avec une vision historiographique quand même, hein. Puis il y a quand même des générations qui se sont succédées. Voilà, bon, c'est un petit peu plus dense là, vous voyez qu'il y a pas mal de choses par-ci par-là, mais voilà, je vous l'offre aussi si ça vous intéresse. Mais, alors, c'est vrai que quand on voit ces fiches comme ça fait dense, mais en fait, quand on se dit que ça, c'est la
totalité finalement de ma mise à jour historiographique et épistémologique en géo, ça me semble pas énorme. Hein. Vous voyez, c'est pas... franchement, si vous partez de rien, vous prenez ça, vous ajoutez quelques noms, vous en enlevez s'il y en a qui ne vous parlent pas du tout, et puis en guinguant. Hein. Bon, après, il y a l'aspect didactique et pédagogique. Donc là, alors je sais bien que soi-disant nous évaluons par compétences, suivant les établissements on le fait plus ou moins, chez nous on le fait plutôt moins on va dire, donc là il a fallu me les reprendre, me les approprier, hein, parce que n'oubliez pas, en face de vous, il y a peu de chances que vous tombiez sur des... je vais pas dire des vrais enseignants parce que c'est peut-être un petit peu condescendant, mais en tout cas sur des enseignants qui sont en situation d'enseignement ordinaire en collège-lycée. Voilà. Vous aurez plutôt des inspecteurs, des professeurs de classe prépa, des universitaires qui ont peut-être une vision un peu idéaliste des choses, telles que ça apparaît à travers les textes. Donc voilà, faut lire les textes pour se dire, ah oui, c'est vrai que ces compétences, c'est très important. Ah oui, il y a les domaines du socle commun de connaissances, de compétences et je sais plus trop quoi là. Ah oui, il y a les parcours, bon, et arriver à relier tout ça. Pour ça, moi je m'étais fait une petite fiche, là, faut que je vous la trouve, où j'essaie de... Ah ben je l'ai pas. Ouais, je l'ai pas imprimé. Où je reliais finalement les compétences à certains domaines du socle. Et certains domaines du socle au parcours. Voilà. Avec des choses qui sont faciles. Le parcours citoyen en histoire-géographie, effectivement, c'est assez facile de trouver des liens. Oui, pardon, la compétence se repérer dans le temps, ben, c'est lié au domaine du socle, des langages pour penser et communiquer, les méthodes et outils pour apprendre, et les représentations du monde et activités humaines. Comprendre un document, ça va être langage pour penser et les méthodes et outils pour apprendre. Coopérer et mutualiser, ça va être la formation de la personne et du citoyen et les méthodes et outils pour apprendre. Bon, en gros, voilà, les domaines du socle, c'est assez facile de les utiliser, sauf les systèmes naturels et les systèmes techniques. Ça, c'est peut-être évident de trouver une compétence en lien. Bon, après, si vous faites un petit peu de géographie physique, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, évidemment. Hein. Donc voilà. Après, pour la transposition, je m'étais préparé des petites choses qui font bien. Parce qu'en fait, je remarquais que dans la plupart des candidats... Alors, les élèves, je les mets en îlot, je fais un travail par groupe, tout ça. Bon, ben, du coup, je me dis, ah oui, ben, on pourrait faire un travail collaboratif, parce que d'après Philippe Meyreux, le travail collaboratif est la forme actualisée de l'école de la République. Il s'agit de faire société, de créer un jeu d'interdépendance entre les élèves, qui soit un jeu gagnant-gagnant, à travers cette mutualisation, c'est-à-dire une mise en commun des compétences et des connaissances. On aide les élèves à se sentir solidaires. Bon, alors, ça peut faire jargonnant, ça peut faire prétentieux, mais bon, c'est l'agrégation quand même, il y a un peu d'esbrouf. Et puis surtout, on va pas se mentir, ça peut meubler. Parce que si vous êtes à votre oral, que vous réalisez que finalement, il vous reste encore beaucoup de temps avant la fin de l'épreuve, eh ben, vous blablatez là-dessus, vous voyez. Vous pouvez parler que... bon, voilà. Donc ça, je vous l'offre aussi, cette question de... voilà, Sylvain Connac, Philippe Meyreux, voilà, je trouvais que ça coûtait pas cher et ça fait bien. Vous voyez, comme dire, parce qu'ils n'aiment pas dire, enfin dire, oui, je les mets en îlot, oui, vous les mettez en îlot, et donc quoi? Quel est l'intérêt? Donc si vous le dites, c'est qu'il faut que derrière, vous ayez une dimension pédagogique particulière. Par exemple, dire, ben, je les mets en îlot parce que cette situation d'apprentissage entre pairs m'offre plus de temps pour répondre aux besoins individuels. En effet, la différenciation est importante depuis la loi sur l'inclusion à l'école en 2005, blablabla, blablabla. Vous voyez, ça va leur plaire, la loi sur l'inclusion. Alors, n'en faites pas trop non plus, parce que comme je disais, ils ne sont pas en situation d'enseignement ordinaire. Donc si vous leur dites voilà, parce que moi j'ai 2 élèves qui ont un trouble du spectre autistique et un qui a un TDAH et que j'ai 4 dyslexiques, donc pour le dyslexique je vais mettre en place des textes à trous ou je vais prendre une police d'écriture différente. Pour celui qui a le TDAH, je vais essayer de lui mettre un petit timer ou des systèmes pour le canaliser. Pour ceux qui ont un trouble du spectre autistique, je vais veiller à ce que les relations avec les pairs ne soient pas trop difficiles quand on formule l'explicite. Voilà, ça c'est le vrai boulot que vous faites, parce qu'on fait une vraie différenciation. Mais autant vous dire que finalement le professeur de classe prépa, si vous commencez à partir là-dedans, vous allez le perdre. L'universitaire aussi, hein. Voilà, voilà. Ça va peut-être plaire à l'inspecteur suivant sa sensibilité, mais voilà.
n'allez pas peut-être trop loin dans la projection de votre transposition didactique et pédagogique. Ne faites pas un vrai cours pour votre oral. C'est un cours idéalisé avec des élèves plus ou moins lambda, ce qui en fait n'existe pas. Hein, voilà. Mais voilà. Donc du coup, par contre, il y a des éléments de langage. Voilà, dire que l'école inclusion, c'est aller au rythme de chacun, permettre d'avoir plus de temps pour ceux qui sont en difficulté, mais donner par exemple un exercice supplémentaire pour ceux qui iraient plus vite, ou ceux qui iraient plus vite iraient aider à expliquer ceux qui sont en difficulté. Bon, voilà. Hein, toujours penser que la différenciation, elle peut se faire par le bas au niveau des difficultés, mais aussi par rapport aux élèves qui ont des facilités, hein, une différenciation qui peut se faire par le haut, bien entendu. Bon, voilà, là aussi quelques citations que je m'étais mis de côté, que la Renaissance est la fiction de l'individu, c'est beau. Louis Monrose, qui parle de l'historicité des textes et la textualité de l'histoire. Ce chiasme est magnifique. Hein. Oh là là là, en plus si vous sortez le mot chiasme, alors là c'est le professeur de classe prépa que vous allez gagner. Oui, donc en fait, il faut donner à manger à tout le monde. Mais donc, vous préparez voilà, des petites choses, des petites choses à dire hein, qui font bien, qui font très très bien quoi. Tout comme alors attendez, j'ai peur de dire une bêtise. Si vous avez un événement, voilà, vous avez, je sais pas, la bataille de Verdun par exemple, ben là, celui qu'il vous faut citer, alors attends, c'est Le Goff ou pas? Non, c'est pas Le Goff. Oh la honte. Comment il s'appelle celui qui m'a fait ça sur la bataille de Bouvines? Bon, vous voyez, hein, là franchement je m'humilie. Ça doit être Duby. Ouais, Duby. Bon, bref. Mais voilà. L'histoire événement, elle a été réinventée par Duby à l'occasion de son bouquin sur le dimanche de Bouvines. Donc là, voilà, un événement, vous dites le mot Duby. Alors, c'est en s'inscrivant dans la démarche de Duby tel qu'il a appliqué au dimanche de Bouvines, remettant du coup son événement dans sa recontextualisation dans le temps long, montrant que finalement on peut parler de la bataille de Bouvines, mais en parlant beaucoup plus que juste ce qui s'est passé ce jour-là. Bon, vous voyez, ça peut faire une belle introduction. Tout comme si vous avez George Sand en sujet, ben, c'est un sujet biographique, et donc là il vous faut parler de Jacques Le Goff et de sa biographie de Saint-Louis. Voilà. Alors, c'est pas sur ça que vous allez vous distinguer, mais en fait, c'est tellement attendu que si vous ne le faites pas, ça va sembler bizarre. Ou si vous avez un sujet d'histoire qui date d'un espace, bon, on va parler de Brodel et de la Méditerranée, ça semble assez important aussi. Voilà. Donc, que vous dire? Si on récapitule, faire une mise au point historiographique, on la voilà. Épistémologique en géographie, on la voilà, et didactique, pédagogique, en gros, faire quelque chose qui soit vraiment dans le canon de l'éducation nationale, en revoyant ces questions de compétences, de domaine du socle, de parcours. Et là, aussi, les fiches EduScol vous aideront et vous donneront des idées. D'ailleurs, ça, vous avez des fiches EduScol sur ces différentes compétences, qui sont franchement pas mal. Hein. Il donne des idées assez pratiques de comment travailler telle compétence avec telle activité dans tel chapitre ou telle autre activité dans tel autre chapitre. Donc voilà, les fichiers EduScol, c'est bien. Après, ce que je vous conseille aussi comme formation, c'est de travailler au moins en binôme, voire à 3, peut-être pas plus parce que ça me semblerait compliqué, mais pour réussir à dégager une problématique et un plan en un temps record. Alors comment s'y entraîner? Eh bien vous trouvez un collègue qui est aussi admissible, et en tout cas moi c'est ce que je faisais l'année dernière avec mon ami Jérôme. On se téléphonait bon, quand j'avais couché les enfants et que lui était un petit peu disponible.
ça peut être, je sais pas, 21h. Tu me dis un chiffre, et là, si c'était le chiffre 14, ben, je comptais jusqu'à 14 à partir de là, et je tombais sur, hop, allez, le chemin de fer au 19e. Là, on raccrochait, on mettait un chrono sur 15 minutes, et 15 minutes après, on se retéléphonait, et on se lisait chacun notre problématique et notre plan. Et je trouvais ça assez formateur. Je trouvais ça assez formateur, parce qu'en fait, l'enjeu, il est le suivant. Il est que vous avez, le jour de l'agrégation, une durée incompressible de réflexion sur le sujet avant d'aller en bibliothèque, de chercher les ouvrages et puis de commencer votre travail. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de réussir à utiliser cette durée de 15 minutes pour déjà construire la problématique et le plan. Si vous allez à la bibliothèque avec un plan en tête, vous allez être incroyablement efficace et vous aurez des chances de vous en sortir face à ce qui est selon moi la principale difficulté de cette épreuve, c'est faire tout tenir en 5 heures. Pour moi, je pense que c'est quand même ça le plus difficile. Donc, nous, on en a fait peut-être 6 ou 7 des entraînements comme ça. Parfois, c'est l'occasion aussi d'avoir une remise à jour par un collègue historiographique sur un point. On va dire, ah oui, mais tu sais, sur le chemin de fer, justement, j'ai lu machin qui disait ça. Ah d'accord, ben, je me le notais. Et finalement, on pouvait s'apprendre des choses comme ça en toute bienveillance. Voilà, moi, c'était vraiment... je vous en parle encore avec beaucoup d'émotion. Parce que j'ai vraiment apprécié de faire ça avec Jérôme. Ça nous a... Enfin voilà, moi, je trouvais que c'était de chouettes moments. Et voilà, avec cette idée en plus que l'épreuve elle est dans 2 semaines, 3 semaines, donc ça se rapproche et finalement ça permet de se motiver. Voilà, un soir on est un petit peu fatigué, on n'a pas trop envie et puis l'autre il nous dit allez viens on se fait un petit plan, allez et ben on y va, on file un plan. Donc ça je peux vous l'envoyer aussi, ce document je l'ai trouvé sur le groupe Facebook des gens qui passent leur agrég, hein. C'est celui de 2021. Ils ont dû peut-être en sortir un récemment là, pour les sujets des oraux de 2022. Il faut savoir qu'ils renouvellent à peu près la moitié des questions d'une année sur l'autre. Mais de toute façon, il est renouvelé. On ne peut pas les renouveler complètement. On va tourner autour des mêmes choses de toute façon, hein. Et puis, les sujets sont tellement nombreux qu'il faudrait quand même beaucoup de chance pour tomber exactement sur celui que vous aviez préparé. Et d'ailleurs, les miens, ils n'y sont pas, hein. Là, les déportations 39-45, là il n'y était pas. Et après, mer et océan, ouais, il n'y est pas non plus. Bon. Les routes maritimes, c'était pas exactement ça mon sujet, pas du tout même. Bon, donc voilà. L'idée en fait, c'est pas tant de travailler le sujet pour être bon sur tout. Ça, c'est impossible. C'est impossible. L'idée, c'est d'avoir des méthodes. Et pour cela, pour gagner en méthode, eh bien, je vous invite ce week-end à vous connecter sur ma chaîne YouTube pour voir du coup les oraux que j'aurais mis en ligne de ce que j'ai pu faire à Châlons, et surtout aller voir Passe ton agrég où Caroline met en ligne ses PowerPoint de préparation qui sont franchement très bien montés, hein. Voilà. D'ailleurs, ce qui peut faire un bon entraînement, vous prenez soit mes sujets à moi, soit les sujets que Caroline a mis en ligne sur son podcast, et vous chronométrez 15 minutes. Est-ce que vous arrivez à sortir un plan? Et vous comparez, finalement, votre plan et celui que moi j'ai choisi ou celui que Caroline a choisi. Vous voyez, en partant du principe que il n'y a pas un seul plan qui est bon. Mais en tout cas, moi, ça m'arrive souvent. On se rend compte, en confrontant son plan à un autre, parfois qu'il y a tout un pan du sujet que l'on a oublié de traiter. Et c'est en ce sens-là qu'il faut vous entraîner. Moi, je sais que, par exemple, ce qui m'a sauvé, c'est que quand je suis parti sur les déportations de 39-45, au début, je me suis dit, bon, ben, j'ai un sujet hyper classique, il faut que je parle de la Shoah. Et puis, j'ai eu la bonne idée de prendre un petit temps de pause quand même, de recul sur le sujet et de me dire, mais en fait, les déportations, il y a un pluriel. Donc la pluralité des déportations au niveau mondial, parce que j'ai pas de borne géographique, il va me falloir parler de l'URSS, du Japon, de tout un tas de choses. Et là du coup, le sujet prenait une autre ampleur. Vous voyez ?
Mais il ne faut pas avoir peur de donner une autre ampleur au sujet. Même vous dire, mais comment j'ai réussi à traiter ça? Ben, c'est pas grave, vous direz au jury, alors oui, sur cet élément-là, je n'ai pas trouvé énormément de connaissances dans les ouvrages disponibles à la bibliothèque, mais je sais qu'il y a cet aspect aussi important. Et ça, c'est important, c'est un concours d'enseignement. Donc vous n'êtes pas censé tout savoir, mais vous êtes censé savoir où chercher les bonnes informations et déjà vous poser les bonnes questions, vous voyez. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je conçois le concours. Donc écoutez, bon courage pour cette dernière ligne droite qui va être un petit peu stressante, mais ne vous mettez pas la barre trop haut, soyez efficace, soyez le plus détendu possible, et je parle en connaissance de cause parce que je sais que l'année dernière, pour avoir assisté à pas mal d'oraux et voir dans les couloirs, en fait, on stresse comme des élèves de terminale qui passent leur grand oral, hein, alors que nous sommes tous des enseignants quand même à la base. Et c'est assez amusant de voir comment tout le monde se met à stresser. Petit conseil, moi je m'étais rendu à Châlons 2 jours en avance pour m'approprier les lieux, pour me balader comme ça dans les rues, visiter la bibliothèque. Il y a un musée sur Cabu qui est magnifique, que je suis allé voir. Parce que vous allez passer à le lycée Pierre Bayen, c'est quand même le lycée de Cabu, quoi. Donc si vous avez un sujet sur les caricatures ou la presse ou autre, faut en parler, quoi, y rendre hommage, je pense. Hein. Ou en tout cas, prenez du temps de vraiment vous approprier le lieu. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Allez voir d'autres oraux. Ça, moi, ça m'a aidé. Parce que, en fait, ça m'a un petit peu aidé à diminuer la tension, de voir que finalement, tout le monde stressait et que personne faisait des oraux incroyables. Voilà. Alors, je dis pas ça pour être méprisant ou humiliant par rapport aux oraux que j'ai vus, parce que j'en ai vu beaucoup. Hein. Mais donc, c'est sûr que parmi ceux que j'ai vus, il y en a qui ont obtenu l'agrégation. Mais donc, je vous dis ça pour vous dire qu'en fait, on peut avoir l'agrégation en faisant des oraux ou en sortant, on ne se dise pas « Waouh, c'était brillant, c'était incroyable ». Non, des oraux convenables, à mon avis, peuvent permettre d'avoir l'agrégation. Ce qu'il faut, c'est éviter d'être dépassé par le stress et se rater, en fait. C'est un concours où il ne faut pas faire de choses éliminatoires. Si vous faites des choses incroyables, tant mieux, mais déjà, si vous ne faites pas de choses éliminatoires, c'est-à-dire comme mal comprendre un sujet, ne pas finir à temps et donc ne pas faire sa transposition, si vous évitez ces pièges-là, déjà, à mon avis, vous avez vos chances. Voilà. Et le troisième élément, ça, chacun fait comme il veut, hein, mais moi, là-bas, j'étais dans une bulle. Hein. C'est-à-dire que je mettais mes écouteurs, je tournais seul, en rond, dans la cour. J'ai peut-être de légers troubles, on va dire. Mais voilà, non, mais moi, j'étais pas là pour me faire des copains. Alors certes, les amis de la formation que je croisais, si j'avais pas d'épreuve le lendemain, je pouvais aller boire un coup avec eux, 1 heure, voilà, pour un peu penser à autre chose. Mais quand même, globalement, là, c'est le moment où il faut vous mettre dans une bulle et être à un niveau de concentration maximal. Voilà. Donc sur ce, bon courage. C'est un moment très stimulant de votre vie, là, que vous vous apprêtez à vivre, très intense, mais voilà, c'est bien aussi d'avoir l'occasion de se dire, tiens, qu'est-ce que je suis capable de faire si je me concentre au maximum, si je donne 100% de mon intelligence sur des questions. Voilà, ça peut être aussi assez grisant comme expérience. En tout cas, moi qui suis un étudiant ordinaire de l'université, qui n'a pas eu l'expérience d'école, de classe prépa, hein, ça c'est pas du tout mon parcours étudiant, en fait j'ai pu apprécier quand même ce côté peut-être un peu surfait, mais voilà, quand même intellectuellement très stimulant de l'agrégation. Bon, sur ce, bon courage, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie que je vous envoie des documents, et puis sinon je vous dis à ce week-end pour les oraux qui sont enregistrés. Je ne vais pas les faire tout de suite parce que là, faut savoir que quand vous êtes agrégé, ensuite vous avez un statut de stagiaire l'année d'après, comme quand vous êtes CAPES, et que vous avez une visite d'inspection qui doit vous titulariser en tant que professeur agrégé. Et donc moi, ma visite d'inspection, je la fais vendredi sur mes 6e, ce qui est particulier pour l'agrégation, mais bon, c'est pas moi qui choisis, sur les habités, les espaces à forte contrainte.
Et d'ailleurs, là, je suis en train de faire quelque chose de tellement bien que si l'inspecteur me dit que c'est pas mal, je vous la mettrai en ligne aussi. Parce que par exemple, je fais de la géographie expérientielle avec des paysages sonores. Donc ça, je pense que ça peut être... voilà, ça peut peut-être vous donner des idées. Vous voyez, habiter le Sahara, on pourrait aussi le faire à partir de tout à fait de paysages sonores. Bon, voilà. Donc je pense que je vous le mettrai en lien. Je vous mettrai en lien. Mais en ayant conscience que ça, c'est une préparation de cours, fait depuis chez moi, sans le stress de l'épreuve. Et voilà. Donc voilà. En gros, faut pas espérer le jour de l'agrégation faire votre cours idéal. C'est pas l'enjeu. Faut espérer voir les enjeux historiographiques ou épistémologiques d'une question et faire une transposition un petit peu plaquée, mais qui montre que vous avez beaucoup de connaissances. Voilà. Ouais. Sur ce, j'arrête de parler parce que je parle beaucoup trop. Je vous dis bon courage. Toutes mes ondes positives sont avec vous. Donnez le meilleur de vous-même et soyez déjà fiers du travail accompli. Voilà, passez quand même une soirée avec votre conjoint au resto pour fêter l'admissibilité. Enfin, je sais que moi, c'est ma femme qui avait insisté pour le faire. Je lui ai dit non, qu'est-ce qu'on va fêter? S'il faut, je vais rien avoir. Et elle m'a dit si, il faut fêter parce que justement, tu sais pas comment seront les oraux. Et déjà, tu peux être fier voilà, d'avoir passé la première étape. Et déjà, ça peut être l'objet de réjouissance. Donc voilà, ça peut être bien pour vous, pour le moral, et puis pour votre conjoint qui va peut-être un petit peu morfler aussi en vous déchargeant de votre vie de tous les jours. Ben voilà, votre conjoint il mérite bien aussi peut-être un petit peu de vous avoir une soirée parce qu'ensuite pendant 1 mois et demi il ne va plus beaucoup vous voir. Bon, après hein, s'il y a des gens qui vivent seuls, bon, il n'y a pas enfin seuls. Sans enfants, plutôt, j'ai envie de dire, il y a peut-être moins ces enjeux qui se posent, mais je me permets d'en parler parce que c'est un concours interne, généralement on les passe à entre 30 et 50 ans, et donc il y a cette question de l'articulation entre le concours et la vie familiale et la vie professionnelle qui me semble déterminante, et il faut que tout le monde y trouve son compte. Allez, sur ce, au revoir et à bientôt.